Bonjour Corinne Lalo, je Bonjour. suis ravie de vous revoir à ces rencontres citoyennes à Vierzon. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement pour les quelques personnes qui pourraient ne pas vous connaître et nous indiquer d'où vous venez? Je suis donc Corinne Lalo, journaliste, grand reporter, journaliste d'investigation. J'ai plus de 35 ans, 40 d'expérience dans le journalisme mainstream. J'étais grand reporter à TF1. J'ai travaillé pour France 3, TV5, Monde et d'autres médias. Principalement TF1, au journal télévisé. Pendant longtemps, j'ai fait plein de reportages sur l'environnement et la santé qui sont passés. Et notamment sur le nuage de Tchernobyl, sur le sang contaminé, sur les vaccins hépatite B, sur la grippe H1N1, la fausse pandémie, les mensonges de l'OMS au moment de la grippe H1N1, le lévothyrox et le Mediator et tant d'autres. Et qu'est-ce qui vous a amené au départ à avoir envie de vous pencher sur ces sujets dès le début de votre carrière finalement? Oui. Il y a eu quelque chose Familialement, moi j'ai une mère qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est environnement. Donc j'ai été sensibilisée très tôt à l'environnement. Et quand on s'intéresse à l'environnement, on s'intéresse à l'agriculture, on s'intéresse à la santé de la terre, et donc on commence à s'interroger sur les effets des pesticides. Si on s'interroge sur les effets des pesticides sur la terre et sur la santé de la terre, évidemment on se pose la question sur la santé des humains. Et de la santé de l'environnement, on passe à la santé des humains. Et comme c'est un tout, effectivement, l'un et l'autre sont liés. Donc je commençais d'abord par l'environnement, ensuite par la santé. Et ça vous a toujours plu en fait, puisque vous travaillez encore là-dessus, donc c'est toujours un sujet qui vous passionne. Oui, j'ai pas fait que ça, parce que j'ai aussi traité des scandales comme le scandale du sang contaminé. J'ai traité le scandale de l'affaire Greenpeace, quand la France avait fait sauter un bateau de Greenpeace en Nouvelle-Zélande. J'ai traité des attentats terroristes. J'ai traité l'affaire des Irlandais de Vincennes. Et lorsque François Mitterrand a fait des écoutes sauvages sur les journalistes et sur certaines personnalités, eh bien j'étais dans la liste des journalistes écoutés par François Mitterrand. J'ai eu ce privilège, je suis très fière. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a emmené? Alors vous venez de Paris, c'est ça? Vous avez fait le déplacement spécialement pour Vierzon. Qu'est-ce qui vous a amené à rentrer, alors je dirais ce combat, mais je veux dire à contester cette crise et à venir à ces conférences et à être engagé là-dedans en fait? Bon, c'est vrai que c'est votre leitmotiv depuis le départ, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique par rapport à cette crise? À partir de quand j'ai commencé à m'intéresser au vaccin? Quand il y a eu l'histoire du vaccin hépatite B, il y avait pas mal de victimes du vaccin hépatite 1985, c'est ça à peu près, hein? Ah non, c'était plus tard, hein, c'était fin des années 90, début des années 2000. D'accord. Voilà. Et donc, moi j'ai interviewé donc des victimes du vaccin hépatite B, comme il y a ici des victimes des vaccins Covid. Bon. Et ces victimes, elles avaient toutes à peu près le même discours. Donc de souffrance, qui étaient intervenues juste après le vaccin, alors que justement c'était des personnes qui en général comptaient faire un voyage à l'étranger et donc se vacciner. Bon. Et donc j'ai commencé à enquêter, j'ai tiré un fil et j'ai commencé à vérifier toutes les informations qui étaient données par le gouvernement et par les laboratoires pharmaceutiques. Et plus je vérifiais et plus je voyais que ce qui était raconté était tout simplement faux. Donc, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce qui était dit sur les vaccins hépatite B était faux. Donc, que beaucoup de Français se sont vaccinés pour rien. En particulier, qu'on a vacciné des bébés. Et que les bébés ne sont absolument pas concernés par la maladie hépatite B, puisque l'hépatite B ne s'attrape que, en général, par les seringues, les toxicomanes, et quelquefois par les relations sexuelles, mais intenses quand on est prostitué et qu'on ne prend pas de précautions. Voilà, donc ça c'est la maladie ne concerne en gros que ces gens-là. Et à des proportions très faibles. La France était complètement indemne. Bon, on a vacciné tout le monde en France alors que la maladie n'existait pas. Et qu'il n'y avait même pas... les soignants aussi, pour cela. Aussi, bien sûr. Et d'ailleurs, parmi les victimes, il y avait beaucoup de soignants. Donc, déjà, il y avait beaucoup de soignants, donc c'était une question. Comment ça se fait qu'il y ait autant de soignants
qui souffrent du vaccin hépatite B? Et est-ce que c'est proportionnel à la vaccination? Parce qu'effectivement, sinon, il devrait y avoir autant de Français de toutes catégories. Mais si les soignants étaient particulièrement représentés dans les victimes, alors que ça ne correspond pas à leur pourcentage dans la population de par leur métier, c'est qu'ils étaient surreprésentés. Et donc, s'ils étaient surreprésentés, c'est peut-être qu'il y avait un lien de cause à effet. Et il y a beaucoup de soignants, ceux qui ont été indemnisés, beaucoup souvent, c'était des soignants. Voilà. Et donc, comme les soignants étaient très réticents aux vaccinations, et en particulier quand il y a eu la pandémie, la fausse pandémie H1N1, en 2009, eh bien, ça a été pareil. Les soignants ont été très réticents. Et c'est pour ça que quand il y a eu la pandémie Covid, les soignants ont été la première cible. Parce que dans l'esprit des gouvernants, si les soignants ne sont pas avec eux, il faut les éliminer. Et effectivement, ils les ont éliminés de la façon la plus radicale qui soit, puisqu'ils l'ont carrément suspendu, de façon totalement illégale par rapport au droit du travail. Est-ce que ce serait lié au fait qu'au moment du H1N1, où il y a eu beaucoup de médias qui ont dénoncé ça, dont vous-même, est-ce que du coup ils ont pris des précautions avant le Covid pour justement mettre la pression sur les soignants? Okay. Certainement, parce que pour eux, les soignants, d'abord, ils ont une influence importante auprès des patients, et en plus de ça, c'était les plus réticents. Donc, il fallait les neutraliser. De même qu'il fallait neutraliser la liberté d'expression. Et d'ailleurs, la ministre Roselyne Bachelot, à la fin de la grippe H1N1, avait dit « J'ai 2 regrets. Le fait que les Français aient pas eu assez peur, c'est pour ça qu'ils ne sont pas vaccinés. Et le fait qu'on n'ait pas assez verrouillé Internet. » Ça veut dire qu'ils ont bien corrigé pour le Covid, quoi. Pour empêcher la désinformation. Donc, ils ont parfaitement tiré la leçon de ce qui s'est passé en 2009 avec la grippe H1N1. Et s'il y a une valeur en vous qui réagit par rapport à ça, parce que bon, vous faites tout ça, mais est-ce que c'est aussi un besoin, je ne sais pas moi, de justice, de vérité? Est-ce qu'il y a une valeur qui résonne là-dedans, ou c'est parce que c'est votre vocation professionnelle? Bah, on n'est pas divisé, hein. On est un tout. Oui, bien sûr. On est un tout. Donc, moi, si je fais ce métier, c'est pour comprendre les choses et faire comprendre. Donc, d'abord, j'essaie de comprendre, et après, j'essaie de faire comprendre. Donc, mais d'abord, j'essaie de comprendre moi-même. C'est ça. Voilà. Ouais. Et quand je vois des gens qui tombent malades, qui ont leur vie foutue, bah, on reste pas insensible, évidemment. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressée à la question. Oui, bah, votre livre sur le grand désordre hormonal est très très bien à ce niveau-là, avec ses chapitrages et les quelques phrases récapitulatives en fin de chapitre. C'est vrai que c'est très très pédagogique, très intéressant. Oui, parce que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quels sont les dangers réels, en fait? Les gens meurent de quoi? De quoi on meurt? On meurt pas d'un virus. Dans le monde entier, on meurt pas des virus. Et encore plus dans les pays développés. On meurt de quoi? On meurt de cancer et de maladies cardiaques, cardiovasculaires, qui sont des maladies de l'environnement. Donc le vrai danger, c'est la pollution environnementale. Et pourtant, personne n'en parle. Oui, alors si on veut s'attaquer à la source du problème, c'est à ça qu'on s'attaque. Voilà, si on veut vraiment s'attaquer au vrai problème, il faut s'attaquer au problème de pollution environnementale, et en particulier la pollution chimique qui détruit le système hormonal des êtres humains, mais aussi des animaux, des plantes. Et donc, c'est ça le vrai problème. Donc moi, le livre que j'ai écrit, qui s'appelle Perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on ne vous dit pas, et qui est en fait le grand désordre hormonal, c'est que toutes les hormones du corps sont déstabilisées, altérées, à cause de cette pollution chimique. Et pourtant, ça fait 5 ans qu'on nous serine que le problème, c'est soi-disant un virus, alors que c'est pas le cas. Le problème, c'est la pollution chimique. Mais évidemment que si on s'attaque au problème de la pollution chimique, il faut s'attaquer au problème des lobbies. C'est clair. Oui, vaste travail. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces rencontres citoyennes? Est-ce que vous pensez qu'elles sont nécessaires, particulières, importantes, utiles? Pourquoi? Bah, elles sont particulièrement importantes parce que c'est le seul endroit où se réunissent les victimes de ces vaccins expérimentaux qui sont toujours sur le marché, qui ne devraient pas l'être, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas été testés, mais à un point qu'on n'imagine même pas, que les essais cliniques étaient nuls et non avenus,
et que il n'y a eu qu'une série de propagandes et de désinformations officielles qui dépassent l'entendement et qui n'a pu se faire que par la menace et l'intimidation. Donc ce sont des techniques, des méthodes de manipulation évidemment, mais ce sont des méthodes qu'on attendrait plutôt dans des dictatures. Oui. Donc là, c'est le seul endroit où ces victimes peuvent se faire connaître, et on voit qu'il y a encore un déni, c'est que on refuse de les entendre, on refuse d'analyser les causes, et en fait, il y a une espèce d'omerta et on cache en fait les causes possibles de beaucoup de décès. Quand quelqu'un meurt d'une crise cardiaque, on va dire ah il est mort d'une crise cardiaque, mais on va pas demander s'il avait avant été vacciné. Or, les crises cardiaques, les déchirures de l'aorte, de l'artère aorte, sont des effets secondaires de ces vaccins. Et les effets secondaires de ces vaccins, il y en a beaucoup, donc beaucoup de thromboses. Donc quelqu'un qui va mourir d'une thrombose, est-ce qu'on va demander ah mais est-ce qu'il n'avait pas été vacciné par hasard? Bon, les cancers, il y a plein de turbo-cancers. Est-ce que quelqu'un qui meurt d'un cancer, on va dire mais est-ce qu'il n'aurait pas été vacciné par hasard? C'est évidemment la question qu'il faut poser à chaque décès. À chaque décès, il faudrait poser la question. Et il faudrait faire des études statistiques. Ouais, rien n'est fait. On est dans la dissimulation qui continue, on est dans l'omerta. Et il serait temps que ça cesse. Et il serait temps surtout que ces vaccins expérimentaux, qui sont en fait de la thérapie génique, soient retirés du marché. Ça, c'est sûr. Et vous avez fait une intervention là durant ces rencontres citoyennes? Vous faites une intervention oui. Qui porte sur les vaccins. Sur les vaccins, d'accord. Ok. Bon, alors, une dernière question. Si vous pouviez changer une chose maintenant d'un coup de baguette magique, ce serait quoi pour un changement de paradigme dans les années à venir? 2 choses. 2 choses, ok. Oui, 2 choses. D'abord la liberté vaccinale, surtout pour les bébés. Liberté vaccinale. Donc on supprime toute obligation. D'accord. C'est absolument impensable et indécent de vacciner des bébés pour des maladies pour des maladies qui n'existent pas, alors que dans d'autres pays c'est obligatoire. Et ça n'existe pas, ou c'est si on veut. En plus de ça, on est passé de 3 vaccins obligatoires depuis l'arrivée de Macron à bientôt 12 ou 13. Donc ça, c'est inadmissible, sans aucune étude, sans rien. C'est que de la propagande. Non, c'est que des décisions arbitraires. Ouais. Et puis la deuxième chose, retirer ces vaccins expérimentaux qui sont de la thérapie génique, qu'on appelle les vaccins anti-Covid, et les retirer du marché immédiatement. Ok. Et alors, est-ce que vous pensez que ça changerait quelque chose dans les années à venir? Si on arrête ça, qu'est-ce que ça change en fait? Eh bien, surtout pour les bébés, parce que les bébés, quand on vaccine des bébés avec des toxines, et il y a beaucoup d'études qui montrent que, par exemple, aux États-Unis, bon, c'est pas la même composition des vaccins, mais il y en a quand même pas mal. Il y a une corrélation entre le nombre de vaccinations et le nombre d'autisme, et c'est un vrai fléau national. Il y a aussi l'autisme en France. Il y a des études qui montrent que il y a des régressions autistiques après certains vaccins. Donc, si l'avenir du pays, c'est l'avenir des générations, c'est la santé. Donc, d'abord les bébés. Il faut d'abord penser aux bébés. C'est déjà ce que je disais pour le vaccin hépatite B dans les années 2000, au début des années 2000. On est en 2025. Moi, je pensais que après le scandale de l'hépatite B, du vaccin hépatite B, on n'en entendrait plus parler. Mais non seulement on en entend parler, mais en plus c'est obligatoire pour les bébés. Mais est-ce que vous pensez pas que ça va un peu plus loin de ça, dans le sens où quand on voit le livre de Robert Kennedy avec Brian Hawker, il prouve qu'en fait les vaccins augmentent la mortalité, l'autisme, toutes les maladies chroniques, etc., les allergies. Mais en fait, ce qu'on sait aussi, c'est qu'avant que ces vaccins soient obligatoires, il y avait quand même plus de 90% des parents qui vaccinaient leurs enfants pour ce que les médecins conseillaient. Donc, est-ce qu'au-delà de l'obligation, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème d'information générale des pédiatres, des médecins quel est Oui, bien sûr, mais d'abord la liberté. Après, évidemment, la liberté de l'information. Et s'il y a la liberté
de vacciner ou de se faire vacciner ou pas, plus rétablir la liberté de l'expression, de l'expression libre et de l'information, eh bien, tout commence par la liberté. Alors, question pernicieuse, est-ce que, en admettant qu'on maintienne une obligation, vous pensez qu'elle pourrait rester à partir du moment où il y aurait une liberté totale d'information? C'est-à-dire que si tous les médecins et tous les parents avaient cette information, est-ce que vous pensez que l'obligation pourrait se maintenir? Je pense que si les médecins et tout le monde avaient l'information, non, l'obligation, de toute façon, elle n'a pas de raison d'être. Après, est-ce que la vaccination se maintiendrait? Chacun se déciderait. Mais comme les gens seraient informés, ils verraient par exemple qu'il n'y a jamais eu de test sur les vaccins avec deux groupes, un groupe témoin et un groupe placebo. Ça, c'est le b.a.-ba. Et ben ça n'a jamais été fait pour les vaccins, mais les gens ne le savent pas. S'ils le savaient, et ben là, ils pourraient se dire, ah ben non, on n'a jamais testé en fait les vaccins pour savoir, un, si ça sert à quelque chose, et deux, si c'est pas dangereux. Donc effectivement, que tout passe par l'information. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Corinne. Merci.